Le millionnaire a vu la bague de sa fille disparue à la caissière du supermarché et est resté paralysé. Le soleil de septembre déversait sa lumière dorée sur les rues de Lyon. François Delattre, 52 ans, consultait distraitement sa montre en entrant dans le supermarché Carrefour du quartier de la Croix-Rousse. Comme chaque mercredi, il suivait sa routine immuable, courseuse à 17h30, dîner solitaire à 19h, puis travail jusqu'à l'épuisement, une existence minutieusement orchestrée pour éviter de penser. Son téléphone vibra. C'était Marcel, son assistant. « Le dossier Bermond est prêt, monsieur Delattre. Dois-je l'envoyer maintenant ou… » « Demain, Marcel. » François raccrocha sans attendre la réponse. Dans le monde des affaires lyonnais, on le décrivait comme efficace, distant, impénétrable. Un homme qui avait perdu l'habitude de sourire. 18 ans sans vrai sourire, 18 ans depuis ce dimanche au parc de la Tête d'Or. En attrapant un panier, François sentit la douleur familière lui comprimer la poitrine. L'anniversaire de Sophie approchait. Elle aurait eu 25 ans le mois prochain. Parfois, il se demandait à quoi elle ressemblerait maintenant. Aurait-elle les yeux rieurs de Claire? Son enthousiasme contagieux, la voix de Claire résonna dans sa mémoire. « Tu travailles trop, François. Sophie grandit si vite. » Il s'arrêta devant le rayon des produits laitiers, fixant sans les voir les bouteilles de lait alignées. Machinalement, il attrapa un yaourt aux fruits, le préféré de Sophie, un geste absurde qu'il répétait depuis des années. Ces yaourts finissaient toujours à la poubelle, intacts. « Suivant, s'il vous plaît. » François s'approcha de la caisse. Déposant distraitement ses articles, la jeune caissière, cheveux châtains attachés en queue de cheval, scannait ses achats avec une efficacité tranquille. Son badge indiquait « Élise. Bonjour monsieur, vous avez la carte de fidélité ?» François fouilla dans son portefeuille quand un éclat bleu attira son regard. Un minuscule éclair électrique lui parcourut l'échine, sur la main gauche de la caissière, un anneau d'argent orné d'une pierre bleue en forme de cœur, un bijou qu'il aurait reconnu entre mille. Le temps s'arrêta. « Joyeux anniversaire, ma princesse. Papa t'a fait faire un cadeau spécial. Oh, il est tellement beau. Je peux le porter tout de suite. Bien sûr, regarde, il y a même une inscription dedans. Monsieur, tout va bien. » François réalisa qu'il fixait la main de la jeune femme. Bouche entr'ouverte, son cœur battait à tout rompre. Cet anneau. Sa voix était méconnaissable, étranglée. « Où l'avez-vous eu ?» La caissière, Élise, le dévisagea, perplexe. Elle jeta un regard à sa main gauche, touchant instinctivement la bague. Ça, je l'ai toujours, enfin, depuis aussi longtemps que je me souvienne. » Elle fronça les sourcils, soudain mal à l'aise. Pourquoi ? François ne pouvait détacher son regard de la pierre bleue. Ce n'était pas possible. Cet anneau était unique. Fabriqué sur mesure par un artisan du Vieux-Lyon, « Monsieur, vous me faites peur. » D'une main tremblante, François sortit son portefeuille. Derrière sa carte d'identité se trouvait une photo qu'il n'avait jamais pu se résoudre à retirer. Une petite fille aux cheveux châtains et aux yeux rieurs, tenant fièrement sa main gauche devant l'objectif pour montrer son nouveau trésor. Un anneau d'argent avec une pierre bleue en forme de cœur. C'est ma fille. Elle portait cet anneau, exactement le même que le vôtre, le jour où elle a disparu. Il tendit la photo à Élise qui la prit avec hésitation. Un voile troubla ses yeux noisettes. Je ne comprends pas. C'est une coïncidence. Ça doit être… Regardez à l'intérieur, murmura François. Il devrait y avoir une inscription. Élise retira lentement la bague de son doigt. Ses mains tremblaient légèrement. Elle inclina l'anneau vers la lumière, plissant les yeux pour déchiffrer les minuscules lettres gravées. « Pour ma princesse éternelle. Papa », lut-elle d'une voix à peine audible. Une larme inattendue glissa sur sa joue. La surprenant elle-même, elle l'essuya d'un geste brusque, confuse. « Je ne comprends pas pourquoi je pleure », dit-elle avec un rire nerveux. « Je suis désolée. C'est ridicule. » François sentait le sol tanguer sous ses pieds. 18 ans de recherche, de faux espoirs, de pistes qui ne menaient nulle part. 18 ans à voir le visage de Sophie dans chaque petite fille aux cheveux châtains. Mais cette fois, c'était différent. L'anneau était réel. L'inscription était réelle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il, s'efforçant de maîtriser sa voix. « Élise Dupont » répondit-elle, replaçant l'anneau à son doigt. « Écoutez, je dois continuer à travailler. Il y a des clients qui attendent. » François acquiesça mécaniquement. Il paya ses achats. Mais avant de partir, il sortit une carte de visite de sa poche. «
Si vous voulez en savoir plus, sur l'anneau, dit-il doucement, appelez-moi s'il vous plaît. Élise hésita avant de prendre la carte. François Delattre, PDG, Delattre Immobilier. Ses yeux s'attardèrent sur l'adresse, quelque part dans le quartier d'Ainay. Au revoir, monsieur Delattre, dit-elle finalement, reprenant son scanner. Cette nuit-là, François ne dormit pas. Allongé dans son lit king size, dans la chambre principale de sa demeure du 2e arrondissement, il fixait le plafond, revoyant sans cesse le visage d'Élise. « Claire », murmura-t-il dans l'obscurité, comme s'il parlait à sa femme décédée. « Et si c'était elle? Et si c'était notre Sophie ?» Il se leva et se dirigea vers son bureau, dans le tiroir du bas. Verrouillé, se trouvait un dossier épais. « Sophie, disparition », indiquait l'étiquette jaunie, à l'intérieur, des centaines de documents, de rapports de police, de photos, d'articles de journaux, disparition inquiétante, Sophie Delattre, 7 ans, vue pour la dernière fois au parc de la Tête d'Or, titrait Le Progrès du 15 septembre 2007, François sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis près d'1 an. « Monsieur Laurent, c'est François Delattre, oui, je sais quelle heure il est. J'ai besoin de vos services. Demain matin, 8 heures, à mon bureau. » Il raccrocha et s'approcha de la fenêtre. Lyon dormait, ses lumières scintillant doucement dans la nuit. Quelque part dans cette ville, une jeune femme portait l'anneau de sa fille disparue. Une jeune femme qui aurait exactement l'âge de Sophie aujourd'hui. Pour la première fois depuis des années, François sentit une émotion qu'il avait presque oubliée. L'espoir. Dans un petit appartement de Villeurbanne, Élise Dupont n'arrivait pas non plus à trouver le sommeil. Assise sur son lit, elle faisait tourner l'anneau autour de son doigt, comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. « Pour ma princesse éternelle, papa », murmura-t-elle. Une vague de tristesse inexplicable l'envahit, accompagnée d'images floues. Un jardin immense avec un lac, une femme au parfum de jasmin la serrant dans ses bras, une mélodie douce qu'elle n'arrivait pas tout à fait à saisir. Dans la pièce voisine, elle entendait la respiration laborieuse de sa grand-mère, Madame Dupont, qui dormait d'un sommeil agité. Élise contempla la carte de visite de François Delattre. Demain, après son cours à l'université et avant son service au supermarché, elle irait peut-être voir cet homme étrange au regard hanté. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle devait savoir. Elle s'appelle Élise Dupont, 25 ans, réside au 17 rue Hippolyte Kahn à Villeurbanne, étudiante en première année de soins infirmiers à l'IFSI de Lyon, travaille à temps partiel au carrefour de la Croix-Rousse depuis 3 ans, vit avec sa grand-mère, Germaine Dupont, 78 ans, qui souffre d'insuffisance cardiaque, pas de casier judiciaire, pas d'antécédents médicaux majeurs. Monsieur Laurent, détective privé aux tempes grisonnantes, faisait défiler les photos sur sa tablette. François observait chaque cliché avec une intensité douloureuse. Élise sortant de l'université, Élise faisant ses courses, Élise attendant le tramway. Comment avez-vous obtenu tout ça en si peu de temps ? Demanda François, impressionné malgré lui. Laurent esquissa un sourire. 25 ans de métier, monsieur Delattre, et vous payez bien. Il fit glisser un nouveau document sur la table. Voici ce qui est plus intéressant. Son certificat de naissance. Élise Marie Dupont, née le 12 octobre 2000 à Marseille. Père inconnu, mère décédée en couche. Sylvie Dupont, l'enfant a été confié à sa grand-mère paternelle. François serra les poings. Sophie est née le 15 octobre 1999. 1 an d'écart, mais les documents peuvent être falsifiés, nota Laurent. Ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'existe aucune trace administrative de Sylvie Dupont avant 2000. Comme si elle était apparue de nulle part. François se leva et s'approcha de la baie vitrée de son bureau. En contrebas, Lyon s'éveillait dans la brume matinale. J'ai besoin d'en savoir plus sur cette Germaine Dupont et sur l'enfance d'Élise. Laurent hocha la tête. Je m'en occupe. Mais, monsieur Delattre ? Oui ? Ne vous faites pas trop d'illusions. L'anneau est troublant, certes. Mais après 18 ans, François se retourna, le regard dur. Continuez vos recherches, monsieur Laurent, et trouvez-moi un lien entre Germaine Dupont et ma famille. Élise remonta la couverture sur les épaules de sa grand-mère. Germaine dormait enfin, épuisée par une nouvelle crise nocturne. Sur la table de chevet, une armada de médicaments montait la garde. « Tu as pris ton Coumadine », murmura Élise en vérifiant le pilulier. « Arrête de me traiter comme une enfant », marmonna Germaine, ouvrant un œil fatigué. «
Je suis vieille, pas sénile. Élise sourit. Tu es impossible. Et toi? Tu vas être en retard à ton cours. File. Mais Élise ne bougea pas. Elle hésita. Puis sortit de sa poche la carte de visite froissée. Mamie, cet homme, hier, au supermarché. Germaine se redressa péniblement. Quel homme! Il a reconnu ma bague, celle que j'ai toujours. Il dit que sa fille portait la même avant de disparaître. Le teint déjà pâle de Germaine devint livide. Ne raconte pas de bêtises. C'est impossible. Cette bague était à ta mère, je te l'ai déjà dit. Il y avait une inscription dedans, mamie, pour ma princesse éternelle. Papa, pourquoi maman aurait-elle eu une bague avec ça? Germaine détourna le regard. Ta mère avait ses secrets. Maintenant, va-t'en. J'ai besoin de me reposer. Élise sortit à contre-cœur, troublée par la réaction de sa grand-mère. Dans le couloir étroit de leur modeste appartement, elle s'arrêta devant la seule photo de sa mère qu'elle possédait. Une image floue d'une jeune femme aux cheveux châtains, au visage à moitié caché. Sa grand-mère prétendait que c'était Sylvie Dupont, mais l'image était si peu nette qu'elle aurait pu être n'importe qui. En fermant la porte, Élise ne vit pas Germaine se lever péniblement pour atteindre le téléphone fixe, ni ses doigts tremblants composer un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis des années. L'amphithéâtre de l'IFSI bourdonnait de conversations. Élise s'installa à sa place habituelle, sortant ses notes sur l'anatomie cardiovasculaire, mais son esprit était ailleurs. Cette nuit, le rêve était revenu, plus vivant que jamais. Elle marchait dans un immense jardin. Des cygnes glissaient sur un lac. Une femme au parfum de jasmin lui tenait la main. « Sophie, ne cours pas trop loin », appelait une voix masculine, chaude et rassurante. Sophie, pas Élise. « Tu as l'air crevée », constata Julie, sa voisine de table, en s'asseyant. « Encore ta grand-mère ». Élise hocha la tête distraitement. C'était plus simple que d'expliquer. « Hé, tu m'écoutes. J'étais en train de te dire que Mathieu a demandé si tu venais à la soirée vendredi. »« Je ne peux pas. Je travaille », répondit automatiquement Élise. Julie soupira. « Tu travailles toujours. On dirait que tu portes le poids du monde sur tes épaules. Si tu savais, » pensa Élise. Son regard tomba sur son anneau. La pierre bleue captait la lumière. Hypnotique, le professeur commença son cours, mais les mots semblaient glisser sur Élise sans l'atteindre. Dans sa tête, une pensée tournait en boucle. Et si sa vie entière était un mensonge, François Delattre se tenait à distance du carrefour. Observant les allées et venues, il savait qu'il se comportait comme un stalker, mais il ne pouvait s'en empêcher. Il devait la voir à nouveau. Son téléphone vibra. C'était un message de Philippe Garnier, son associé. « Où es-tu ? La réunion avec les Japonais commence dans 20 minutes. » François ignora le message. Philippe comprendrait. Il avait toujours compris. Depuis l'université, c'était lui qui avait maintenu l'entreprise à flot pendant que François sombrait après la disparition de Sophie. Lui qui avait géré la presse, les actionnaires, les rumeurs, un ami, un frère. Élise apparut au coin de la rue, marchant d'un pas vif vers le supermarché. François sentit son cœur s'accélérer. Même de loin, sa démarche lui rappelait Claire, ce léger balancement des épaules, cette façon de tenir la tête. Il attendit qu'elle entre dans le magasin, puis se dirigea vers sa voiture. Il reviendrait plus tard. Pour l'instant, il avait un plan à élaborer. « Élise, tu peux prendre ta pause maintenant », annonça Stéphanie, la responsable de caisse. « Il y a quelqu'un qui demande à te parler ?» Élise fronça les sourcils. « Qui ça ?»« Un type en costume. L'air important. Il a dit que c'était personnel. » Le cœur d'Élise fit un bond. François Delattre. Elle déverrouilla sa caisse et se dirigea vers l'espace pause, se sentant étrangement nerveuse. Il était là, grand et droit, tenant un gobelet de café dans chaque main. Il lui en tendit un avec un sourire hésitant. « J'ai pris un latte. J'espère que ça vous convient. »« Merci, » dit-elle en acceptant le gobelet. « Mais je n'ai que 15 minutes de pause. »« Je serai bref, » promit-il. « J'aimerais vous parler de ma fille, de Sophie. » Quelque chose dans sa voix, dans sa façon de prononcer ce prénom, provoqua chez Élise un frisson. Elle s'assit à une table, l'invitant silencieusement à faire de même. « Que voulez-vous me dire ?» François sortit un petit album photo de sa veste. Sophie avait 7 ans quand elle a disparu. C'était un dimanche, le 15 septembre 2007. Nous étions au parc de la Tête d'Or. Je discutais avec un collègue près du lac, pendant que ma femme, Claire, surveillait Sophie qui jouait à l'air de jeu. Il ouvrit l'album.
Des images d'une petite fille aux yeux rieurs, aux cheveux châtains, souvent en mouvement, comme si elle ne pouvait jamais rester immobile. Claire m'a appelée, paniquée. Elle avait détourné les yeux quelques minutes pour aider un petit garçon qui était tombé. Quand elle s'est retournée, Sophie avait disparu. La gorge d'Élise se serra. Elle regarda les photos, hypnotisée. Cet enfant lui ressemblait terriblement. Nous avons tout essayé, police, détectives privés, médias, affiches partout en France. Rien. Comme si elle s'était évaporée, Claire. Sa voix se brisa légèrement. Claire n'a jamais pu s'en remettre. Elle est morte 3 ans plus tard. Les médecins ont dit que c'était une pneumonie, mais je sais que c'est le chagrin qui l'a tuée. Élise sentit des larmes couler sur ses joues. Elle les essuya, confuse. « Je suis désolée, monsieur Delattre. Vraiment, mais je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. » François la regarda droit dans les yeux. « Monena, Élise, je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cet anneau que vous portez... » Il tourna une page de l'album. Une photo montrait Sophie tenant fièrement sa main devant l'objectif, exhibant un anneau d'argent orné d'une pierre bleue en forme de cœur. C'est le dernier cadeau que je lui ai offert, pour ses 7 ans. Une pièce unique, faite sur mesure, avec une inscription que vous avez lue vous-même. Élise regarda l'anneau à son doigt, puis la photo, puis à nouveau l'anneau. La ressemblance était indéniable. « Je rêve souvent d'un grand jardin, » murmura-t-elle soudain. « D'un lac avec des cygnes, et d'une femme qui sent le jasmin. » François pâlit. Claire portait toujours du parfum au jasmin. Le temps sembla s'arrêter autour d'eux. « Monsieur Delattre, » commença Élise, la voix tremblante. « Je ne sais pas quoi penser. Tout ça paraît fou. Ma grand-mère m'a toujours dit que ma mère était morte en me mettant au monde, à Marseille. »« Élise, » dit doucement François, « accepteriez-vous de faire un test ADN ?» La question flotta entre eux, lourde de possibilités, d'espoir, de peur aussi. Le talkie-walkie d'Élise grésilla. « Élise, ta pause est terminée », annonça la voix de Stéphanie. Élise se leva, étrangement calme malgré le chaos dans son esprit. « D'accord », dit-elle simplement, « je le ferai. » La pluie tombait doucement sur Lyon ce samedi matin, enveloppant la ville d'un voile gris perle. François attendait au café des terreaux, son regard alternant entre la porte d'entrée et sa montre. Élise avait accepté de le rencontrer en dehors de son travail. Un petit miracle après leur brève conversation au supermarché, il avait choisi cet endroit avec soin, ni trop chic pour l'intimider, ni trop décontracté pour banaliser leur rencontre. Le café bourdonnait d'une agréable rumeur de conversation et de tintement de tasses. La porte s'ouvrit, laissant entrer une bourrasque d'air humide et Élise, secouant un parapluie trempé. François se leva d'un bond, peut-être trop vivement. Elle le repéra et s'approcha, hésitante. « Bonjour, monsieur Delattre. »« François, je vous en prie. Merci d'être venu. » Elle s'installa face à lui, défaisant lentement son écharpe. François ne put s'empêcher de noter combien certains de ses gestes lui rappelaient Claire. Cette façon de repousser une mèche de cheveux derrière l'oreille, ce léger froncement de sourcils quand elle réfléchissait. « J'ai apporté ceci », dit-elle en sortant une enveloppe de son sac. « Le kit de test ADN que vous m'avez envoyé, c'est fait ?» François prit l'enveloppe d'une main légèrement tremblante. « Merci, je l'enverrai au laboratoire dès aujourd'hui. Les résultats devraient en prendre 1 semaine environ. » Un silence s'installa, lourd de non-dits et de questions. Le serveur vint prendre leur commande, offrant une brève distraction. « Un café crème, s'il vous plaît » demanda Élise. « La même chose » ajouta François, quand le serveur s'éloigna. Élise joua nerveusement avec la bague à son doigt. « J'ai essayé d'en parler à ma grand-mère » dit-elle finalement. « De vous, de cette histoire d'anneau, elle devient étrange, agitée. Elle prétend que la bague appartenait à ma mère. Mais quand je pose des questions sur cette inscription, elle change de sujet. » François se pencha légèrement en avant. « Votre grand-mère, Germaine Dupont, c'est ça? Vous a-t-elle déjà montré des photos de votre mère, des documents ?» Élise secoua la tête. « Presque rien. Une seule photo, pas très nette. Quelques histoires vagues, à chaque fois que j'insistais. Enfant, elle disait que c'était trop douloureux d'en parler. » Elle hésita, puis ajouta « Et vous, avez-vous découvert quelque chose sur ma grand-mère? Je vous ai vu avec un homme près de notre immeuble hier. » Un détective, je suppose. François ne put retenir un sourire embarrassé. « Monsieur Laurent, oui, c'est un détective privé.
J'ai cherché Sophie pendant 18 ans. Élise, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Les cafés arrivèrent. Élise enroula ses doigts autour de la tasse chaude. Comme pour y puiser du courage. Comment était-elle ? Demanda-t-elle doucement. Sophie. Le visage de François s'illumina d'une tendresse douloureuse. Vive, curieuse. Impossible de la faire tenir en place. Claire disait qu'elle avait du mercure dans les veines au lieu du sang. Il sourit au souvenir. Elle adorait les histoires, les contes de fées. Surtout, son préféré était La Belle au bois dormant. Elle disait qu'un jour, elle aussi, elle se réveillerait princesse. Une larme inattendue glissa sur la joue d'Élise. Elle l'essuya, confuse. « Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je pleure. C'est idiot. »« Non, » murmura François. « Ce n'est pas idiot. » Élise prit une profonde inspiration. « Ces rêves que je fais, du jardin, du lac, je crois que c'est le parc de la Tête d'Or. N'est-ce pas ?» François acquiesça. « Probablement, nous y allions presque chaque dimanche. » Sophie adorait nourrir les cygnes. Et la chanson? La voix d'Élise était à peine audible. « Dans mes rêves, quelqu'un chante une berceuse. Je n'arrive jamais à m'en souvenir au réveil. Mais pendant le rêve, je la connais par cœur. » François ferma les yeux un instant, submergé par l'émotion. Claire chantait toujours la même berceuse à Sophie, au clair de la lune, mais avec des paroles qu'elle avait modifiées pour elle. Il hésita, puis chantonna doucement. « Au clair de la lune, ma princesse Sophie, prête-moi ton rêve, pour cette nuit jolie. » Élise pâlit. Ses mains se mirent à trembler si violemment que du café déborda de sa tasse. « C'est ça, » chuchota-t-elle. « C'est exactement ça. » Un long silence s'installa, rompu seulement par le bruit ambiant du café et la pluie qui redoublait contre les vitres. François regardait Élise, n'osant croire ce qui se passait. Après toutes ces années, était-il possible que... « Racontez-moi ce qui s'est passé après, » demanda soudain Élise. « Après la disparition de Sophie, qu'avez-vous fait ?» François passa une main fatiguée sur son visage. « Tout, absolument tout. J'ai engagé des détectives, offert des récompenses, contacté les médias, pendant des mois. Le visage de Sophie était partout. Journaux, télévision, affiches dans toute la France. La police a suivi plusieurs pistes. Un témoin pensait avoir vu une petite fille correspondant à son signalement montée dans une voiture bleue, mais ça n'a jamais rien donné. » Il but une gorgée de café, devenu froid. Claire ne s'en est jamais remise. Elle se blâmait. Elle répétait sans cesse. J'ai détourné les yeux juste un instant. Elle a commencé à avoir des crises d'angoisse, à ne plus dormir. Puis la dépression, quand elle est tombée malade, elle n'avait plus aucune force pour combattre. Sa voix se brisa légèrement. Je l'ai perdue elle aussi. Et puis, petit à petit, le monde a oublié Sophie. Les enquêteurs m'ont suggéré de passer à autre chose. Impossible. Alors j'ai continué seule. Chaque année, je renouvelle les affiches. Je contacte de nouveaux détectives. Monsieur Laurent est le 7e que j'engage. Élise tendit impulsivement la main, touchant celle de François. Je suis tellement désolée. Le contact, si simple, si humain, fit monter des larmes aux yeux de François. Combien de temps depuis que quelqu'un l'avait touché avec compassion? Et vous, Élise, dit-il doucement, parlez-moi de votre vie. Elle retira sa main, soudain consciente de son geste. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai grandi à Villeurbanne avec ma grand-mère, une enfance simple, l'école, quelques amis, puis le lycée, des petits boulots, maintenant les études d'infirmière. Elle sourit faiblement. C'est ma grand-mère qui m'a donné envie de devenir infirmière. Elle a eu ses premiers problèmes cardiaques quand j'avais 14 ans. J'ai admiré les infirmières qui s'occupaient d'elle, leur capacité à soulager, à réconforter. Vous n'avez jamais quitté Lyon. Élise secoua la tête. Je ne peux pas laisser mamie seule. Et puis, les études coûtent cher. Elle n'a jamais parlé de votre père. Non. Elle dit qu'il est parti avant ma naissance, qu'il n'a jamais voulu de moi. Élise haussa les épaules. J'ai arrêté de poser des questions il y a longtemps. Ça la mettait trop en colère. François hésita, puis demanda doucement. « Élise, seriez-vous d'accord pour voir l'endroit où nous habitions, la maison où Sophie a grandi ?» Elle leva les yeux, surprise. « Vous y vivez toujours ?»« Oui, je n'ai jamais pu me résoudre à déménager. Et si Sophie revenait un jour, il fallait qu'elle puisse retrouver sa maison, sa chambre. » Élise sentit son cœur se serrer devant tant de fidélité, d'espoir obstiné. « D'accord, » murmura-t-elle. « J'aimerais voir. » François regarda sa montre.
Maintenant, j'ai ma voiture. Elle hésita, puis acquiesça. Maintenant, Germaine Dupont fixait la pluie à travers la fenêtre de son petit appartement, le téléphone serré contre sa poitrine. Elle venait enfin d'avoir le courage de composer ce numéro qu'elle avait gardé pendant tant d'années. « Allô ?» La voix à l'autre bout de la ligne était méfiante. « C'est moi », dit Germaine, la gorge nouée. « Nous avons un problème. » Il l'a trouvé. Un silence glacial s'installa. « Comment ?» demanda finalement la voix. « La bague, cette maudite bague qu'elle n'a jamais voulu enlever. » Il l'a reconnue. « Tu devais t'en débarrasser », siffla la voix. « J'ai essayé. » Elle hurlait dès qu'on la lui enlevait. Même bébé, comme si elle savait. Où est-elle maintenant? Sortie, je ne sais pas avec qui. Un juron étouffé se fit entendre. Et Caïn, écoute-moi bien, Germaine. Tu ne dis rien, absolument rien. Je m'en occupe. Mais mon cœur, les médecins disent que je n'en ai plus pour longtemps. Je ne veux pas mourir avec ce secret. Tu tiendras ta langue si tu ne veux pas que je révèle ton rôle dans tout ça. Tu crois qu'elle te pardonnera. La communication fut brutalement coupée. Germaine reposa lentement le combiné. Ses mains tremblaient. Dans la pénombre de l'appartement, les souvenirs remontaient comme des fantômes. Une petite fille terrorisée qui pleurait en appelant sa maman. Un paquet de billets sur la table, des années de mensonges. « Pardonne-moi, petite », murmura-t-elle aux ombres. « Pardonne-moi. » La demeure des Delattre se dressait majestueusement dans le quartier d'Ainay, une élégante bâtisse haussmannienne au balcon en fer forgé. Sous la pluie persistante, elle semblait presque mélancolique, comme si la pierre elle-même portait le deuil de ses habitants. François gara sa voiture et se tourna vers Élise. « Nous y sommes. » Elle observait la façade, le souffle court. Quelque chose d'indéfinissable remuait en elle. Ni tout à fait un souvenir, ni tout à fait une impression. « C'est grand », murmura-t-elle. Claire venait d'une famille fortunée, expliqua François en ouvrant son parapluie. Cette maison lui appartenait avant même notre mariage. Elle l'adorait. Ils gravirent les marches jusqu'au perron. François déverrouilla la porte et s'effaça pour laisser Élise entrer. Elle hésita sur le seuil, comme si elle franchissait une frontière invisible entre deux vies. Le hall d'entrée était spacieux, dominé par un escalier en marbre qui s'enroulait vers les étages. Les murs, d'un beige chaleureux, étaient ornés de tableaux et de photographies. Élise s'approcha instinctivement d'un portrait, une femme blonde au sourire lumineux, tenant dans ses bras une petite fille aux boucles châtains. « C'est Claire ?» dit doucement François. « Et Sophie ?» Élise toucha le cadre du bout des doigts. Elle était belle. « Oui », répondit-il simplement. Puis, après un moment, « Voulez-vous voir le reste ?» Elle acquiesça. François la guida à travers le salon aux meubles anciens, la salle à manger où trônait une longue table en acajou, la cuisine modernisée mais conservant son charme d'origine. Chaque pièce respirait une élégance discrète, légèrement fanée par les années de solitude. « C'est comme un musée », observa Élise. François eut un sourire triste. « C'est vrai, j'ai figé les choses. » D'une certaine manière, ils montèrent l'escalier, au premier étage. Un long couloir desservait plusieurs pièces. François s'arrêta devant une porte ornée d'un petit panneau en bois. « Royaume de la princesse Sophie. Sa chambre, » dit-il. « Je n'y ai presque rien changé. » Il ouvrit la porte, révélant une pièce baignée de lumière tamisée. Les murs étaient peints en rose pâle, ornés d'étoiles dorées. Un lit à baldaquin occupait le centre, entouré d'étagères débordant de livres et de peluches. Dans un coin, une maison de poupées minutieusement détaillée. Sur le bureau, des crayons de couleur soigneusement rangés, comme si leur propriétaire venait juste de terminer un dessin. Élise resta immobile sur le seuil. Son cœur battait si fort qu'elle en avait le vertige. « Je peux ?» demanda-t-elle, désignant l'intérieur de la chambre. Bien sûr. Elle entra lentement, effleurant les objets du bout des doigts. Les livres aux couvertures colorées, les peluches alignées sur le lit, la petite boîte à musique en forme de château posée sur la table de nuit. Sans réfléchir, elle l'ouvrit. Une douce mélodie s'éleva, cristalline, au clair de la lune. Élise recula brusquement, le souffle coupé. Des images défilèrent dans son esprit, une main qui remonte une couverture, des lèvres qui déposent un baiser sur son front. Cette même mélodie qui l'accompagne vers le sommeil. « Élise ?» François la regardait avec inquiétude. « Vous allez bien ?»
Elle secoua la tête, incapable de parler. Ses jambes flageolaient. François la guida vers le petit fauteuil près de la fenêtre, où elle s'assit, tremblante. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, » murmura-t-elle. « C'est comme si des souvenirs essayaient de remonter, mais je n'arrive pas à les saisir. » François s'agenouilla devant elle. « Prenez votre temps. » Elle parcourut la pièce du regard, s'arrêtant sur chaque détail. Puis son attention fut attirée par un dessin encadré au-dessus du bureau. Une maison, un soleil souriant, 3 personnages se tenant par la main. « J'ai fait ce dessin », souffla-t-elle. Stupéfaite par sa propre certitude, François la dévisagea, bouleversé. « Oui, pour la fête des mères, Sophie avait 6 ans. » Le tutoiement leur échappa à tous deux. Naturellement, un silence lourd s'installa, chargé d'émotions contenues et d'espoirs inavouables. Élise se leva brusquement. « Je dois partir, c'est trop. Élise, attendez. Non, s'il vous plaît. J'ai besoin d'air, de réfléchir. » Elle quitta précipitamment la chambre, descendit l'escalier presque en courant. François la suivit. Inquiet. « Laissez-moi au moins vous raccompagner. »« Non, » répondit-elle fermement, déjà sur le perron. « La station de métro n'est pas loin. J'ai besoin d'être seule. » Avant qu'il puisse insister, elle était déjà partie sous la pluie, sans même ouvrir son parapluie. Monsieur Laurent s'installa confortablement dans son bureau, 3 tasses de café vides témoignant de sa longue journée. Sur son écran d'ordinateur, une série de documents anciens défilaient, registre d'état civil, archives municipales, vieilles coupures de presse. Il s'arrêta soudain, fronçant les sourcils, sur un registre du personnel de la Maison de Lattre, datant de 2006-2007. Un nom attira son attention. Germaine Dupont, femme de ménage, embauchée le 12 mars 2006. Laurent se redressa vivement. Germaine Dupont, la supposée grand-mère d'Élise, avait travaillé chez les Delattre juste avant la disparition de Sophie. Il ouvrit rapidement un autre dossier, les relevés bancaires de Philippe Garnier, l'associé et ami de François. Son regard s'arrêta sur une transaction datée du 22 septembre 2007. Une semaine après la disparition de Sophie, un virement de 50 000 € à une certaine G. Dupont, bon sang, murmura-t-il, se précipitant sur son téléphone. « Monsieur Delattre, je crois que vous devriez venir, immédiatement. » Élise marchait sous la pluie battante, indifférente à l'eau qui ruisselait sur son visage, se mêlant à ses larmes. Elle avait pris la direction du parc de la Tête d'Or, poussée par une impulsion inexplicable. Le parc était presque désert en ce jour pluvieux. Elle suivit les allées jusqu'au lac, s'arrêtant au bord de l'eau où quelques cygnes bravèrent l'averse. C'était ici, dans ses rêves. La femme au parfum de jasmin, Claire, lui tenait la main, pendant qu'elle lançait du pain aux cygnes, et l'homme à la voix chaude, François, les appelait pour le goûter. Comment pouvait-elle se souvenir de choses qu'elle n'avait jamais vécues, ou qu'elle croyait n'avoir jamais vécues? Et si tout était vrai, si elle était vraiment Sophie Delattre, alors qui était Germaine? Pourquoi lui aurait-elle menti toute sa vie? Un vertige la saisit, des fragments d'images se bousculaient dans son esprit, une aire de jeu, un homme qui l'appelait, une main qui serrait la sienne, mais pas celle de Claire, une voiture, la peur, le noir. Élise s'effondra sur un banc, le souffle coupé par la panique. Son cœur battait à tout rompre, ses mains tremblaient violemment. Elle ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration comme elle l'avait appris dans ses cours de soins infirmiers. « Mademoiselle, ça va ?» Un jogger s'était arrêté devant elle. Inquiet ? « Oui, juste. Une crise d'angoisse. Ça va passer. » L'homme hésita, puis reprit sa course, jetant des regards par-dessus son épaule. Quand la crise se calma enfin, Élise resta immobile, épuisée. Elle devait parler à sa grand-mère, exiger la vérité. Maintenant, l'appartement était silencieux quand elle rentra, trempée jusqu'aux os. « Mamie !» appela-t-elle, retirant son manteau détrempé. Pas de réponse. Elle trouva Germaine dans la chambre, assise près de la fenêtre, fixant la pluie. Une pile de papier brûlé noircissait le cendrier devant elle. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda Élise, saisie d'un mauvais pressentiment. Germaine se tourna lentement. Son visage portait les traces de larmes séchées. « Tu l'as vu, n'est-ce pas ? François Delattre. » Élise se figea. « Comment sais-tu son nom ?» Un rire sans joie échappa à Germaine. « Je sais beaucoup de choses, ma petite. Trop de choses.
Dis-moi la vérité, mamie. Suis-je Sophie Delattre? Germaine détourna le regard. Tu es Élise, ma petite fille. C'est tout ce qui compte. Non, s'écria Élise, frappant la table du plat de la main. Assez de mensonges. Tu as travaillé pour les Delattre, n'est-ce pas? Tu étais là quand Sophie a disparu. Germaine pâlit. Qui t'a dit ça? Personne. Elle s'interrompit, confuse. Comment le savait-elle? Personne ne lui avait dit. C'était comme si elle s'en souvenait. Tu portais toujours un parfum trop fort, murmura Élise, suivant le fil de cette mémoire émergente. Tu apportais des bonbons en cachette quand maman n'était pas là. Tu nettoyais ma chambre le mardi. Germaine se leva brusquement, chancelante. Arrête! Dis-moi la vérité, insista Élise, des larmes de rage et de confusion coulant sur ses joues. Le visage de Germaine se décomposa. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais seul un gémissement s'en échappa. Elle porta la main à sa poitrine, les yeux écarquillés de douleur. « Mamie !» Germaine s'effondra, renversant la table basse. Élise se précipita, rattrapant sa grand-mère avant qu'elle ne heurte le sol. Le corps frêle convulsait. « Mamie, tiens bon !» D'une main tremblante, Élise saisit son téléphone, composant frénétiquement le 15. « Samu, j'écoute. Ma grand-mère fait un infarctus. 17 rue Hippolyte Kahn, Villeurbanne, 2e étage, vite !» Tout en parlant, elle allongeait Germaine, vérifiant son pouls qui faiblissait dangereusement. « Reste avec moi, mamie !» supplia-t-elle. « Ne pars pas, pas maintenant. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. » Mais Germaine ne l'entendait plus, son regard fixé sur un point invisible, ses lèvres remuant silencieusement, comme si elle implorait pardon à quelqu'un au-delà de cette pièce, au-delà de cette vie. Les néons du couloir hospitalier bourdonnaient faiblement, projetant une lumière blafarde sur les murs immaculés. Élise, assise sur une chaise en plastique inconfortable, fixait la porte fermée de la chambre de soins intensifs. Cela faisait 3 heures que Germaine y avait été admise après un transport d'urgence. Mademoiselle Dupont, le cardiologue, un homme d'une 50aine d'années au regard fatigué, s'approcha d'elle. « Comment va-t-elle » demanda Élise en se levant d'un bond. « Nous avons stabilisé son état. Elle a subi un infarctus massif. À son âge et avec ses antécédents. » Il hésita. « Nous avons dû la placer sous assistance respiratoire. Les prochaines 48 heures seront critiques. » Élise ferma les yeux un instant. « Je peux la voir. » Brièvement, elle est très faible et sous sédatif. Elle suivit le médecin jusqu'à la chambre. Le bruit des machines la frappa d'abord. Bips réguliers des moniteurs cardiaques. Souffle mécanique du respirateur, puis elle vit Germaine, perdue dans ce lit trop grand, le visage à moitié caché par le masque respiratoire, si fragile qu'elle semblait déjà à moitié partie. Élise s'approcha doucement, prenant la main ridée entre les siennes. « Je suis là, mamie », murmura-t-elle. Les paupières de Germaine frémirent, ses yeux s'entr'ouvrirent, luttant contre la sédation. Ses lèvres bougèrent faiblement sous le masque à oxygène. « Pardon !» Une larme coula sur la joue d'Élise. « Chut, repose-toi, on parlera plus tard. » Mais Germaine s'agitait, comme désespérée de communiquer. Elle serra faiblement la main d'Élise. « Philippe, répéta Élise perplexe. « Qui est Philippe, mamie ?» Les yeux de Germaine se refermèrent. Vaincue par l'épuisement et les médicaments, le médecin toucha doucement l'épaule d'Élise. « Elle a besoin de repos absolu. Vous devriez rentrer vous reposer aussi. Laissez-nous vos coordonnées. Nous vous appellerons s'il y a du changement. » Élise acquiesça mécaniquement. Dans le couloir, elle sortit son téléphone et, après un moment d'hésitation, composa le numéro de François. « Monsieur Delattre, vous devriez vous asseoir. » François, debout devant la baie vitrée de son bureau, se tourna vers Monsieur Laurent. « Dites-moi ce que vous avez trouvé. » Le détective étendit plusieurs documents sur le bureau. « Germaine Dupont a bien travaillé chez vous, de mars 2006 à octobre 2007. Elle faisait le ménage 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. » François fronça les sourcils. « Je m'en souviens vaguement. Claire s'occupait de tout ce qui concernait la maison. Ce qui est troublant, » continua Laurent, « c'est ceci. » Il poussa vers François un relevé bancaire. Un virement de 50 000 € de Philippe Garnier à Germaine Dupont, le 22 septembre 2007. Une semaine après la disparition de Sophie. François se figea. « Philippe, mon Philippe.
Votre associé, oui. C'est impossible. Philippe est mon ami le plus proche. Il m'a soutenu pendant toutes ces années. Il était dévasté par la disparition de Sophie. Laurent haussa un sourcil sceptique. Les faits sont là, et ce n'est pas tout. Il montra un autre document. Quelques jours après ce virement, Germaine Dupont a démissionné de son poste chez vous. Elle a déménagé de son appartement de la Guillotière pour s'installer à Villeurbanne. Et 3 mois plus tard, elle enregistrait officiellement la garde d'une petite fille nommée Élise Dupont, prétendument sa petite fille, née d'une fille dont aucune trace n'existe avant 2000. François s'assit lourdement, comme si ses jambes ne le portaient plus. Vous suggérez que Philippe, mon meilleur ami, aurait été impliqué dans l'enlèvement de Sophie? Mais pourquoi? Ça n'a aucun sens. Je ne suggère rien, monsieur Delattre. Je vous présente des faits. À vous de tirer les conclusions. Le téléphone de François sonna. L'arrachant à sa stupeur, il décrocha machinalement. Oui, monsieur Delattre, c'est Élise. Ma grand-mère est à l'hôpital. Elle a fait une crise cardiaque. Mon Dieu, je suis désolée. Dans quel hôpital? L'hôpital cardiologique de Lyon. Elle est en soins intensifs. Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Elle a dit quelque chose avant de perdre conscience. Un prénom, Philippe. Est-ce que ça vous dit quelque chose? François échangea un regard lourd de sens avec monsieur Laurent. Oui, répondit-il lentement. Philippe Garnier, mon associé et plus vieil ami, Élise. Restez où vous êtes. J'arrive. Le laboratoire génétique plus se situait dans un bâtiment moderne du 3e arrondissement. François, après avoir retrouvé Élise à l'hôpital, l'avait convaincu de l'accompagner. Vous avez dit 1 semaine pour les résultats, rappela Élise, tandis qu'ils entrèrent dans le hall aseptisé. J'ai des relations, répondit simplement François, et j'ai promis une prime considérable pour un traitement urgent. À l'accueil, une femme en blouse blanche les accueillit avec un sourire professionnel. Monsieur Delattre, Docteur Moreau vous attend. Elle les conduisit vers un bureau où un homme d'âge mûr, lunettes sur le nez, étudiait attentivement un écran d'ordinateur. Il se leva à leur entrée. « François », dit-il en lui serrant la main, puis, se tournant vers Élise. « Mademoiselle, asseyez-vous, je vous prie. » Ils prirent place dans des fauteuils face au bureau. François était tendu comme une corde d'arc. Élise, épuisée par les émotions des dernières heures, se sentait étrangement calme. Comme détaché de la réalité, le docteur Moreau ajusta ses lunettes, croisant ses mains sur son bureau. « J'ai personnellement supervisé l'analyse, François, compte tenu des circonstances. Nous avons utilisé la méthode PCR multiplex, qui permet une identification précise et rapide. » Il ouvrit un dossier posé devant lui. Les résultats sont formels. Un silence insoutenable s'installa. François avait cessé de respirer. Élise fixait ses mains, incapable de lever les yeux. Il existe bien une relation de parenté directe entre vous deux. Le taux de compatibilité est de 97%. François émit un son étranglé, à mi-chemin entre un sanglot et un rire. En d'autres termes, continua le docteur Moreau, vous êtes père et fille. Le monde sembla se figer autour d'Élise. Les mots résonnaient dans sa tête comme un écho lointain. Père et fille. Elle était Sophie, Sophie Delattre, la petite fille disparue. Elle sentit la main de François se poser doucement sur la sienne. Tremblante. Sophie, murmura-t-il, son prénom, son vrai prénom, déclencha quelque chose en elle. Des larmes jaillirent, incontrôlables. 18 ans de vie basée sur un mensonge. 18 ans volés. Je ne comprends pas, sanglota-t-elle. Pourquoi? Pourquoi m'avoir prise? Pourquoi m'avoir menti? François l'attira contre lui dans une étreinte maladroite, presque timide. Nous trouverons, promit-il, nous découvrirons la vérité. Dans sa chambre d'hôpital, Germaine Dupont ouvrit les yeux. La douleur était partie, remplacée par une étrange léthargie. Elle savait ce que cela signifiait. Le médecin lui avait parlé, pensant qu'elle était inconsciente. Dommages pulmonaires massifs, insuffisance rénale, aucun espoir de rétablissement. Elle allait mourir. Peut-être cette nuit, peut-être demain. Une infirmière entra, vérifiant les moniteurs. « Vous êtes réveillé », constata-t-elle avec un sourire encourageant. « Votre petite fille est partie il y a 1 heure. Elle a dit qu'elle reviendrait demain matin. » Germaine essaya de parler, mais sa gorge était trop sèche. L'infirmière lui donna quelques glaçons à sucer. « Je dois parler à Élise. »
articula-t-elle péniblement. « Elle reviendra demain, » répéta l'infirmière. « Reposez-vous. »« Non, maintenant. Important. » L'infirmière hésita. « Je vais voir si je peux la joindre. » Quand elle fut sortie, Germaine laissa les larmes couler. Elle ne pouvait plus fuir la vérité. Plus maintenant, Élise, Sophie, méritait de connaître toute l'histoire avant qu'il ne soit trop tard. Le silence de la chambre fut brisé par le bruit de la porte qui s'ouvrait doucement. Germaine tourna la tête, s'attendant à voir l'infirmière. Au lieu de cela, une silhouette masculine se tenait dans l'embrasure. « Bonsoir Germaine », dit une voix qu'elle connaissait trop bien. « Je crois qu'il est temps que nous parlions. » Dans l'appartement de Germaine, Élise rassemblait quelques affaires pour la nuit. François l'attendait dans le salon, examinant les rares photos de famille. « Je serai prête dans un instant », lança-t-elle. Elle ne pouvait pas rester seule ce soir. François lui avait proposé de l'héberger dans sa maison. Leur maison. L'idée était à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. En vidant le tiroir de sa table de nuit, sa main heurta quelque chose de dur au fond. Intriguée, elle tâtonna et en sortit une enveloppe jaunie, scellée avec du ruban adhésif, à Élise, en cas de décès. Indiquait une écriture tremblante qu'elle reconnut comme celle de sa grand-mère. Elle déchira l'enveloppe, à l'intérieur, une lettre écrite à la main et une clé. Elle déplia la lettre. « Ma petite, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te demander pardon en personne. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je t'ai volé ta vie, ta vraie vie. Tu n'es pas ma petite fille. Tu es Sophie Delattre, enlevée au parc de la Tête d'Or sur ordre de Philippe Garnier, l'associé de ton père. J'ai été sa complice. Pour de l'argent, 50 000 € pour détruire une famille, pour te voler ton enfance. Philippe avait ses raisons. Demande-lui. La vérité est dans le coffre à la Société Générale de Villeurbanne. La clé jointe va avec celle que j'ai toujours gardée dans mon médaillon. Je t'ai aimée, Sophie. Plus que tout. Pas comme j'aurais dû, mais de tout mon cœur brisé. Pardonne-moi, si tu le peux, Germaine. Élise. Sophie resta immobile, la lettre tremblant entre ses doigts. Son monde s'effondrait. Encore. Une trahison plus profonde qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Élise !» appela François depuis le salon. « Tout va bien. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Dans sa tête résonnait un seul nom, comme une malédiction. Philippe Garnier. L'aube pointait timidement à l'horizon lorsque le téléphone d'Élise sonna. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit, allongée dans ce lit qui avait été le sien, celui de Sophie. Des années auparavant, François lui avait préparé la chambre d'amis, mais elle avait insisté pour dormir dans la chambre de Sophie, sa chambre. « Allô ?» répondit-elle d'une voix rauque. « Mademoiselle Dupont, ici l'hôpital cardiologique. Je suis désolée de vous appeler si tôt, mais votre grand-mère a connu une détérioration significative pendant la nuit. Elle est consciente pour le moment, mais... »« J'arrive », coupa Élise. Déjà debout, elle s'habilla à la hâte, dans le couloir. Elle croisa François, lui aussi réveillé malgré l'heure matinale. « Germaine va mal », expliqua-t-elle brièvement. « Je dois y aller. Je t'accompagne. » Elle hésita un instant, puis acquiesça. « La lettre, je veux que tu la lises. » Elle lui tendit les pages froissées qu'elle n'avait pas lâchées de la nuit, pendant qu'il lisait dans un silence pesant. Elle l'observait, ce père qu'elle venait à peine de retrouver. Les premiers rayons du soleil accentuèrent les marques que le temps et la douleur avaient gravées sur son visage. « Philippe » murmura-t-il finalement, incrédule. C'était donc lui, pendant toutes ces années. Son regard croisa celui d'Élise. De Sophie, une question muette flottait entre eux. Comment l'appeler désormais, Élise ou Sophie? On parlera de tout ça plus tard, dit-elle doucement. D'abord, Germaine, l'odeur caractéristique des hôpitaux, antiseptique et désespoir, les accueillit dès le hall, dans les soins intensifs. Le médecin les informa que l'état de Germaine s'était dramatiquement aggravé. Son cœur est trop faible. Les médicaments ne font plus effet, c'est une question d'heures, peut-être de minutes. Elle refuse toute réanimation. Élise acquiesça, la gorge nouée. Elle a demandé à vous voir, ajouta le médecin. Elle a été agitée pendant la nuit. Elle parle d'une confession à faire. En entrant dans la chambre, Élise fut frappée par le changement survenu en quelques heures. Germaine semblait avoir vieilli de 10 ans, son visage creusé par la souffrance, sa peau grise et cireuse. Mais ses yeux, brillants de fièvre, étaient parfaitement lucides. « Tu es venue » murmura-t-elle.
Élise s'approcha du lit, serrant la main osseuse entre les siennes. Bien sûr que je suis venue. Le regard de Germaine se posa sur François, resté en retrait. Vous aussi, c'est bien. Vous devez entendre tous les deux. François s'avança, le visage impassible. Élise pouvait sentir sa tension, sa colère contenue. Je vais mourir, annonça Germaine sans préambule. Mais avant, je dois vous dire la vérité. Toute la vérité. Elle ferma brièvement les yeux, rassemblant ses forces. J'ai travaillé pour vous pendant plus d'1 an, monsieur Delattre, le mardi et le vendredi. Je nettoyais votre maison pendant que madame était au conservatoire avec ses élèves. Sophie rentrait de l'école à 16h30. Son regard se tourna vers Élise. Tu étais une enfant adorable, toujours polie, toujours souriante. Tu me montrais tes dessins, tu me racontais tes journées, je t'apportais des bonbons en cachette. Un sourire douloureux étira ses lèvres. Un jour, j'ai reçu un appel. Un homme, Philippe Garnier. Il savait que je travaillais chez vous. Il m'a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, 50 000 €, une fortune pour moi qui vivais avec ma petite retraite d'ouvrière. Il voulait juste que j'emmène Sophie faire une promenade au parc et que je la confie à quelqu'un. La main de François se crispa sur le montant du lit. J'ai dit non, évidemment. Puis il m'a expliqué pourquoi. Il a dit que vous alliez le dénoncer pour fraude, qu'il risquait la prison, que vous détruiriez sa vie sans remords. Il m'a dit qu'il voulait juste vous faire peur, garder Sophie quelques jours pour vous forcer à abandonner vos accusations. Elle toussa, un râle profond qui secoua tout son corps. Je l'ai cru, ou peut-être que je voulais le croire, à cause de l'argent. J'ai accepté, ce dimanche-là, au parc. J'étais là, j'ai attendu que madame Delattre regarde ailleurs. J'ai appelé Sophie. Je lui ai dit que j'avais une surprise pour elle, dans ma voiture. Des larmes coulaient maintenant sur les joues ridées. Elle m'a suivie, elle me faisait confiance. Je l'ai emmenée jusqu'au parking. Philippe attendait dans sa voiture. Mais quand il a voulu la prendre, elle a résisté. Elle a crié. J'ai paniqué. Il a sorti quelque chose. Un mouchoir, je crois. L'a plaqué sur son visage. Elle s'est effondrée. Élise se sentit vaciller. Des bribes de souvenirs remontaient. Une odeur âcre, une sensation d'étouffement. La peur. Je voulais renoncer, continua Germaine. Mais c'était trop tard. Il m'a dit que j'étais complice maintenant, que si je parlais, j'irais en prison moi aussi. Il m'a ordonné de quitter Lyon, d'aller à Villeurbanne, d'y prendre un appartement. Il a dit qu'il s'occuperait du reste. Elle inspira péniblement. 3 jours plus tard, il a amené Sophie. Elle était différente, confuse. Il lui avait donné des médicaments. Je crois, il a dit qu'elle ne se souvenait de rien, ou presque, que c'était mieux ainsi. Il m'a donné l'argent et des papiers, un certificat de naissance au nom d'Élise Dupont, des documents qui prouvaient que j'étais sa grand-mère. François ne put se contenir davantage. « Vous avez volé 18 ans de la vie de ma fille. 18 ans. Claire est morte de chagrin, et vous avez gardé le silence. » François, intervint doucement Élise, posant une main sur son bras. Il se tut, tremblant de rage. « J'ai voulu vous la rendre, » murmura Germaine. « Au début, mais les semaines ont passé. Elle s'est attachée à moi. Elle m'appelait « mamie » et j'ai commencé à l'aimer, à ma façon tordue. Philippe venait régulièrement. Il vérifiait que je tenais ma langue. Il me rappelait ce qui m'arriverait si je parlais. Et puis, un moniteur commença à biper plus rapidement. Germaine grimaça de douleur. Philippe est venu me voir hier soir, ici, à l'hôpital. Il sait que vous avez découvert la vérité. Il a peur. Il a dit qu'il allait partir, quitter le pays, qu'il avait un plan. Élise sentit un frisson la parcourir. Quel plan? Je ne sais pas, mais il était différent, dangereux. Il a dit que si vous le dénoncez, il fera en sorte que personne ne gagne. François sortit précipitamment son téléphone. Je dois prévenir la police. Non, le stoppa Germaine. Il y a autre chose. La raison. Pourquoi il a fait ça? C'est dans le coffre, à la Société Générale de Villeurbanne. Les preuves, le vrai motif. Elle grimaça à nouveau, son visage se tordant de douleur. Le moniteur cardiaque s'affola. « Sophie, » murmura-t-elle en fixant Élise. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je te le demande quand même. » Élise sentit les larmes couler sur ses joues. Un maelstrom d'émotions la submergeait. Colère, tristesse, confusion. Cette femme avait brisé sa vie, mais l'avait aussi élevée, aimée à sa façon. « Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, » dit-elle honnêtement. «
Mais je vais essayer de comprendre. » Un pâle sourire éclaira le visage de Germaine. « Mon médaillon, » souffla-t-elle. Autour de mon cou, la clé. Élise découvrit en effet une fine chaîne d'argent. Au bout, un médaillon ovale s'ouvrait pour révéler une minuscule clé. « Pour le coffre, » expliqua Germaine. Avec l'autre clé, numéro 214. Sa respiration devenait laborieuse. Le moniteur émettait des bips de plus en plus erratiques. « Je dois appeler les infirmières, » dit Élise en se levant. Mais Germaine saisit son poignet avec une force surprenante. « Non, laisse-moi partir. J'ai dit ce que je devais dire. Maintenant. Va, trouve les preuves. Arrête, Philippe. » Ses yeux se fermèrent. Un dernier murmure s'échappa de ses lèvres. « Tu as toujours été Sophie. Toujours. Même quand tu ne le savais pas. » 1 heure plus tard, dans la banque silencieuse qui venait d'ouvrir, Élise et François se tenaient devant le coffre numéro 2714 avec les 2 clés, celle de la lettre et celle du médaillon. Ils l'ouvrirent, à l'intérieur, une simple enveloppe marron. Élise la sortit d'une main tremblante. Elle l'ouvrit, en tira plusieurs documents, des rapports financiers, des relevés bancaires, des contrats annotés. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, perdue face à ces pages couvertes de chiffres. François parcourut rapidement les documents. Son visage se décomposa. Une fraude massive. Philippe détournait des fonds de notre entreprise depuis des années. Des millions d'euros. J'avais des soupçons, juste avant ta disparition. J'avais rassemblé des preuves. J'allais le dénoncer. Il leva les yeux vers elle, frappé par une terrible compréhension. Il t'a enlevé pour me détruire, pour que j'abandonne l'enquête. Et ça a marché. Après ta disparition, je n'ai plus pensé à rien d'autre. J'ai laissé tomber toutes les accusations. Élise fixa les documents, abasourdie par l'ampleur de la tragédie. Il a brisé notre famille, pour de l'argent. Pas seulement pour l'argent, répondit François, tournant une page. Pour sa liberté, ces fraudes lui auraient valu 20 ans de prison. Un silence pesant s'installa entre eux. Qu'allons-nous faire ? Demanda finalement Élise. François serra les documents contre lui, son regard s'assombrissant. Le confronter aujourd'hui même. Le siège de Delattre Immobilier occupait les 3 derniers étages d'une tour moderne dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu, Sophie. Elle commençait à penser à elle-même avec ce prénom. Observer le bâtiment de verre et d'acier avec une étrange fascination. « C'est impressionnant », murmura-t-elle. François, à ses côtés, hocha la tête. « Nous avons commencé dans un bureau minuscule à Vèze, Philippe et moi, 2 jeunes diplômés avec de grandes ambitions. » Il y avait de l'amertume dans sa voix, mais aussi une tristesse profonde. « La trahison d'un frère. Tu es sûr qu'il sera là ?» demanda Sophie. « C'est lundi. Philippe ne manque jamais les réunions du lundi. C'est sacré pour lui. » Ils traversèrent le hall d'accueil, attirant les regards curieux. François Delattre, le PDG habituellement distant, accompagné d'une jeune femme inconnue, les yeux rougis, la démarche tendue, les rumeurs commenceraient dès leur passage. Dans l'ascenseur, Sophie serra contre elle son sac contenant les documents récupérés au coffre. François avait appelé Monsieur Laurent, lui demandant de les rejoindre directement au bureau. « Comment te sens-tu » demanda François, alors qu'ils atteignaient le 30e étage. Sophie ne savait que répondre. Furieuse, terrifiée, résolue, tout cela à la fois. Je veux juste comprendre. L'entendre de sa bouche. L'ascenseur s'ouvrit sur un vaste espace de réception. Une femme élégante se leva de son bureau. « Monsieur Delattre, nous ne vous attendions pas ce matin. Monsieur Garnier est en réunion avec l'équipe juridique dans votre bureau. »« Ah merci Sylvie. » François guida Sophie à travers un dédale de couloirs jusqu'à une double porte en bois sombre, sans frapper. Il l'ouvrit. À l'intérieur, 4 personnes étaient assises autour d'une table de conférence. 3 hommes en costume et un 4e, plus âgé, le dos tourné à la porte. Ce dernier pivota à leur entrée. Philippe Garnier, la soixantaine élégante, cheveux gris parfaitement coiffés, regard vif derrière des lunettes à fine monture. À la vue de Sophie, son visage se figea dans une expression indéchiffrable. « François, je croyais que tu ne venais pas ce matin. » Son ton était léger, mais ses yeux ne quittaient pas Sophie. « La réunion est terminée, messieurs, » annonça François aux 3 avocats. « Veuillez nous excuser. » Les hommes échangèrent des regards confus, mais obéirent, quittant la pièce en silence. Philippe se leva, boutonnant sa veste d'un geste mécanique. « Que se passe-t-il, François ? Et qui est cette jeune femme ?» François ferma la porte derrière les avocats.
Un silence pesant s'installa. « Tu ne la reconnais pas, Philippe ?» demanda-t-il finalement. Philippe plissa les yeux, étudiant Sophie avec une intensité dérangeante. « Devrais-je » Sophie fit un pas en avant. « J'étais plus petite la dernière fois, 7 ans pour être précise. » Le visage de Philippe perdit toute couleur. Il s'appuya sur la table comme pour se stabiliser. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. « Ne mens pas, » siffla François. « Pas maintenant, pas après tout ce temps. » Il jeta sur la table les documents du coffre. « Germaine a tout avoué avant de mourir. Nous avons les preuves, les virements, les faux papiers. Et ceci, la raison de tout, les preuves de tes fraudes que j'avais rassemblées il y a 18 ans. » Philippe s'effondra dans un fauteuil, comme si ses jambes ne le portaient plus. « Germaine est morte », demanda-t-il d'une voix blanche. « Ce matin ?» confirma Sophie. « Après t'avoir dénoncé ?» Un rire nerveux échappa à Philippe. « La vieille folle a finalement parlé. » François s'approcha, menaçant. « 18 ans, Philippe. Tu as volé 18 ans de nos vies. Tu as détruit ma famille. Claire est morte de chagrin. Et tout ce temps, tu étais là, à jouer l'ami dévoué, l'épaule sur laquelle pleurer. » Philippe leva les yeux vers lui. Toute trace de dénégation avait disparu de son visage, remplacée par une froide résignation. « Que veux-tu que je te dise, François ? Que je suis désolé. Je le suis, vraiment. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. » « Ce que tu avais à faire, » éclata François. « Enlever une enfant. Tu allais me détruire, » cria Philippe en frappant la table du poing. « Ces documents, tes précieuses preuves, m'auraient envoyé en prison pour 20 ans. J'aurais tout perdu. Tout. Ma réputation, ma liberté, ma fortune. » Il désigna les papiers éparpillés sur la table. « Tu étais si vertueux, si intransigeant. Philippe, nous devons signaler ces irrégularités. Philippe, je ne peux pas être complice de fraude, comme si le monde se divisait simplement entre le bien et le mal. » Sophie s'avança, tremblante de rage contenue. « Et donc, votre solution a été de m'enlever, de détruire ma vie. » Philippe la regarda enfin directement, ses yeux étrangement calmes. « Ce n'était pas contre toi, petite. Tu étais juste un moyen de pression. Au début, je voulais simplement que François abandonne son enquête. Je pensais te garder quelques jours. 1 semaine au plus. » Il se passa une main sur le visage. « Mais ensuite, il y a eu toute cette publicité. La police partout. Impossible de te rendre sans me faire prendre. Alors j'ai improvisé. Germaine avait besoin d'argent. Elle était seule. Tu avais besoin d'un foyer. »« J'avais un foyer ?» cria Sophie. « J'avais des parents qui m'aimaient. Et tu as eu une bonne vie, non ?» rétorqua Philippe. « Germaine s'est bien occupée de toi. Tu n'as manqué de rien. Tu fais des études. Tu as un avenir. » François bondit, saisissant Philippe par le col de sa chemise. « Tu as l'audace de suggérer que tu lui as fait une faveur. » Philippe ne se débattit pas. « J'ai fait ce que j'avais à faire pour survivre comme nous tous. » François le relâcha, dégoûté. « Tu sais ce qui s'est passé après l'enlèvement de Sophie. J'ai tout abandonné, l'enquête, les accusations, tout. J'étais tellement dévastée que je ne pouvais plus penser à rien d'autre qu'à la retrouver. Tu as gagné, Philippe. Complètement. Tu aurais pu me rendre ma fille, alors. » Philippe secoua la tête. « C'était trop tard. Tu ne m'aurais jamais pardonné. Et puis, j'avais pris goût à ma liberté, à ma fortune. » Il se tourna vers Sophie. « Je suis désolée que tu aies été prise au milieu de tout ça, vraiment. Mais la vie est ainsi faite. Parfois, des innocents peinent pour les guerres des adultes. » Sophie sentit une vague de nausée la submerger devant tant de froideur. « Ma mère est morte à cause de vous, » articula-t-elle lentement. Elle s'est laissée mourir de chagrin. Pour la première fois, une ombre de regret passa sur le visage de Philippe. « Claire, oui, c'est la seule chose que je regrette vraiment. Elle ne méritait pas ça. Elle était lumineuse. » François serra les poings. « Ne prononce pas son nom. Tu n'en as pas le droit. » Un silence tendu s'installa. Sophie observait cet homme qui avait orchestré sa disparition. Il n'avait rien d'un monstre. Juste un homme d'affaires ordinaire, bien habillé, avec des mains soignées et des yeux fatigués. C'était peut-être cela le plus terrifiant, la banalité du mal. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda finalement Philippe, étonnamment calme. « Me dénoncer à la police. »« Exactement, » répondit François. « Pour enlèvement, séquestration, fraude, falsification de documents. La liste est longue. Tu finiras tes jours en prison. » Philippe sourit, un sourire sans joie. « Tu crois ?
Après 18 ans, avec quelle preuve concrète? La parole d'une vieille femme morte, des documents financiers obsolètes. Il se leva, reboutonnant sa veste. Tu as ta fille, François. C'est une victoire. Contente-toi de ça. Sophie sentit la colère monter en elle. Vous pensez vraiment vous en tirer, après tout ce que vous avez fait? Ma chère enfant, répondit Philippe avec une condescendance glaciale. Je me suis toujours sorti de tout. C'est ce que font les hommes comme moi. Nous survivons. Une voix s'éleva soudain depuis le seuil de la porte. Pas cette fois, monsieur Garnier. Monsieur Laurent se tenait là, accompagné de 2 hommes en civil qui montrèrent leurs insignes de police. Philippe Garnier, annonça l'un d'eux. Nous avons un mandat pour votre arrestation pour enlèvement, séquestration, fraude et falsification de documents. Veuillez nous suivre sans faire d'histoire. Le visage de Philippe se décomposa. Il jeta un regard incrédule à François. Tu avais tout prévu? François hocha la tête. J'ai appelé la police dès que nous avons trouvé les documents ce matin. Philippe sembla vouloir dire quelque chose, puis se ravisa, avec une dignité surprenante. Il tendit ses poignets pour qu'on lui passe les menottes. Alors que les policiers l'emmenaient, il s'arrêta brièvement devant Sophie. « Pour ce que ça vaut, » murmura-t-il. « Je suis désolé, pas pour ce que j'ai fait. J'ai fait ce qui était nécessaire. Mais pour la souffrance que ça t'a causée, tu étais une victime collatérale. » Sophie le fixa droit dans les yeux. « Je ne vous pardonne pas, et je ne vous pardonnerai jamais. » Philippe hocha la tête, comme si cette réponse était la seule raisonnable. « Adieu, Sophie Delattre. » Les policiers l'emmenèrent. Dans le silence qui suivit, Sophie sentit les jambes lui manquer. François la guida vers un fauteuil, s'agenouillant devant elle. « C'est fini, » murmura-t-il. « Il ne pourra plus nous faire de mal. » Sophie acquiesça mécaniquement, épuisée. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Comment reconstruire après tout ça ?» François prit ses mains dans les siennes. Un jour à la fois, ensemble. Les jours qui suivirent l'arrestation de Philippe passèrent dans un brouillard de formalités administratives, d'interrogatoires de police et de démarches juridiques. L'histoire de Sophie Delattre, retrouvée après 18 ans, fit la une des journaux locaux. Des journalistes campaient devant la demeure des Delattre, espérant capturer une image, une citation, un fragment de cette histoire extraordinaire. Sophie, qui utilisait désormais officiellement ce prénom, bien qu'elle réponde encore machinalement à Élise, se tenait devant le miroir de sa chambre d'enfance. Elle avait récupéré quelques affaires dans l'appartement de Villeurbanne, mais pas beaucoup, comme si elle voulait laisser derrière elle tout ce qui appartenait à Élise Dupont. Un coup discret à la porte l'attira de sa contemplation. « Entrez. » François passa la tête dans l'entrebâillement. « Je peux. » Elle acquiesça. Il entra, tenant un petit coffret en bois. « Je pensais que tu voudrais peut-être voir quelques photos. De toi, de nous, d'avant. » Sophie sentit son cœur se serrer. C'était encore si étrange. Cette nouvelle vie qui était en fait son ancienne vie. Ce père qu'elle connaissait à peine, mais qui la connaissait depuis toujours. Cette maison familière et pourtant étrangère. Bien sûr, dit-elle doucement. Ils s'assirent côte à côte sur le petit lit à baldaquin, et François ouvrit le coffret, à l'intérieur. Des dizaines de photographies soigneusement conservées. « Voici le jour de ta naissance », commença-t-il, montrant un cliché de Claire, rayonnante malgré la fatigue, tenant un minuscule bébé. « Tu pesais 3,2 kilos, tu as pleuré pendant 3 heures sans interruption. Claire disait que tu testais déjà tes poumons pour devenir chanteuse d'opéra. » Sophie sourit, touchant délicatement la photo. « J'ai toujours aimé chanter. Germaine disait que j'avais une belle voix. » Le nom de Germaine flotta entre eux, chargé d'émotions contradictoires. François se contenta de hocher la tête, tournant la page. « Ton premier Noël. Tu étais fasciné par les lumières du sapin. Ta première dent. Ton premier jour d'école. » Les images défilaient. Fragments d'une enfance heureuse dont elle n'avait que des souvenirs brumeux. Dans certaines photos, elle reconnaissait des expressions, des gestes qu'elle faisait encore aujourd'hui. Dans d'autres, elle découvrait une petite fille qu'elle peinait à identifier comme elle-même. « C'était ton anniversaire », expliqua François, montrant une photo où Sophie, 6 ans, soufflait des bougies. Claire avait fait un gâteau en forme de château pour sa princesse. Une autre photo attira l'attention de Sophie, elle-même, assise sur les épaules d'un homme aux cheveux bruns, riant aux éclats. « Philippe », murmura François, l'amertume perçant dans sa voix. «
Il était toujours là, pour tes anniversaires, Noël, Pâques. Tu l'adorais, tu l'appelais tonton Phil. Sophie reposa la photo, troublée. C'est peut-être pour ça que j'ai accepté de le suivre ce jour-là, parce que je lui faisais confiance. Un silence pesant s'installa. François ferma doucement le coffret. Le procureur dit que nous avons un dossier solide contre lui, avec la confession de Germaine, les documents financiers, les faux papiers qu'il a fait établir pour toi. Il risque 15 à 20 ans. Sophie acquiesça distraitement. La punition de Philippe ne lui apporterait pas les années perdues, ne ramènerait pas sa mère. J'ai parlé à un thérapeute aujourd'hui, dit-elle soudain, pour comprendre pourquoi je ne me souviens pas de tout. Il a parlé de traumatisme, de mémoire sélective, du fait que j'étais très jeune. Elle hésita. Il a dit aussi que Germaine avait probablement continué à me donner des médicaments pendant un certain temps, pour que j'oublie. C'est pour ça que mes souvenirs sont si fragmentés. François serra les poings, sa mâchoire se contractant. Je l'aurais tuée de mes mains si elle n'était pas déjà morte. Elle n'était pas un monstre, dit doucement Sophie. Juste une femme faible qui a fait un choix terrible. Elle m'a aimée. À sa façon, elle m'a élevée du mieux qu'elle pouvait. Elle leva les yeux vers son père. Je ne lui pardonne pas, mais je ne peux pas non plus la haïr complètement, c'est compliqué. François hocha la tête, compréhensif. Le policier qui s'occupe de l'affaire m'a dit que c'était normal de ressentir ça. Le syndrome de Stockholm, ils appellent ça, quand la victime développe une empathie pour son ravisseur. Sophie fronça les sourcils. Ce n'est pas ça, je ne suis pas confuse. Je sais exactement ce qu'elle a fait, mais elle a aussi été la seule figure parentale que j'ai eue pendant 18 ans. Je peux reconnaître ses crimes, et quand même me souvenir qu'elle veillait sur moi quand j'étais malade, qu'elle m'aidait pour mes devoirs, qu'elle s'est privée pour payer mes études. François la regarda longuement, avec une tendresse mêlée d'admiration. Tu as la complexité émotionnelle de ta mère. Claire aussi voyait toujours les nuances chez les gens. Un sourire mélancolique passa sur le visage de Sophie. J'aimerais tellement me souvenir d'elle, vraiment me souvenir, pas juste ces fragments de rêve. Tu lui ressembles, dit doucement François. Pas physiquement, tu tiens plus de ma famille pour ça, mais dans ta manière d'être, ta façon de réfléchir avant de parler, ta compassion, ton entêtement aussi. Il se leva, s'approchant de la fenêtre. Je pensais, si tu es d'accord, nous pourrions aller sur sa tombe demain. Elle est enterrée au cimetière de Loyasse. Je n'y suis pas allée depuis trop longtemps. J'aimerais beaucoup, murmura Sophie. François acquiesça, puis se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Julie a appelé 3 fois aujourd'hui. Elle s'inquiète pour toi. Sophie se mordit la lèvre. Julie, sa meilleure amie de l'université, qui ignorait tout du bouleversement de sa vie. Je ne sais pas quoi lui dire. Comment expliquer tout ça? Tu n'es pas obligée d'expliquer quoi que ce soit tant que tu ne te sens pas prête, assura François. Mais ne t'isole pas, tes amis. Les amis d'Élise font partie de toi aussi. Après son départ, Sophie resta longtemps immobile, contemplant la chambre d'enfant qui était supposée être la sienne, les peluches alignées sur le lit, les livres sur les étagères, les étoiles dorées au plafond. Tout cela appartenait à une petite fille qu'elle avait été, puis qu'elle n'avait plus été, et qu'elle devait maintenant réapprendre à être. Son téléphone vibra. Un message de Julie. « Élise, qu'est-ce qui se passe? Je suis morte d'inquiétude. Réponds, s'il te plaît. » Sophie hésita, puis commença à taper. « Je vais bien. Je traverse quelque chose de compliqué. Je t'expliquerai bientôt. Promis. » Elle envoya le message, puis se dirigea vers la salle de bain, face au miroir. Elle étudia son visage comme si elle le voyait pour la première fois. Les yeux de François, le sourire de Claire, d'après les photos. Élise et Sophie, 2 personnes qui n'en formaient qu'une. Un autre message de Julie. « Tu veux que je passe? Je peux être là dans 1 heure. » Sophie sourit. « Pas ce soir, mais bientôt, il faut que je te présente quelqu'un. » Le lendemain matin, François conduisit Sophie jusqu'au cimetière de Loyasse, niché sur la colline de Fourvière. Le temps était clair, le ciel d'un bleu parfait, comme si la nature elle-même célébrait ses retrouvailles. Ils marchèrent en silence entre les tombes. François guidant Sophie à travers le dédale de pierres et de monuments. Finalement, ils s'arrêtèrent devant une simple stèle de marbre blanc. Claire Delattre, 1970-2010, épouse bien-aimée, mère irremplaçable. Sophie s'agenouilla devant la tombe, effleurant du bout des doigts le nom de sa mère.
« Bonjour, maman », murmura-t-elle. « Je suis revenue. » François déposa un bouquet de roses blanches. « Les préférées de Claire », avait-il expliqué, puis il s'éloigna discrètement, laissant Sophie seule avec sa mère. « Je ne sais pas si tu peux m'entendre », continua Sophie à voix basse. « Je ne sais même pas ce que je crois à ce sujet, mais j'aimerais penser que oui. J'aimerais penser que tu sais que je suis là, que je suis en vie, que je suis rentrée. » Une larme coula sur sa joue. « J'aurais aimé te connaître vraiment, pas juste à travers des photos et des histoires. Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je suis désolée que tu sois partie en pensant que j'étais perdue. » Elle essuya ses larmes. « Je vais essayer de rattraper le temps perdu avec papa. Et je vais essayer de vivre une vie dont tu serais fière. Je te le promets. » En se relevant, Sophie sentit une étrange légèreté l'envahir, comme si quelque chose s'était dénoué en elle. Elle rejoignit François, qui l'attendait à distance respectueuse. « Prête à rentrer ?» demanda-t-il. Sophie jeta un dernier regard à la tombe de sa mère. « Pas encore à la maison », répondit-elle. « J'aimerais d'abord passer à l'université. Il est temps que je parle à Julie. Il est temps que Sophie Delattre commence à vivre sa vie. » Le tribunal de grande instance de Lyon, imposé par sa façade néoclassique et ses colonnes majestueuses, Sophie, vêtue d'un tailleur bleu marine, emprunté à la garde-robe de sa mère. Claire était plus petite qu'elle, mais les vêtements lui allaient étonnamment bien, montait lentement les marches, et François à ses côtés. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Philippe. 3 mois de procédures, de témoignages, de batailles juridiques. Aujourd'hui était le jour du verdict. « Tu es sûr de vouloir être là ?» demanda François, préoccupé. « Personne ne t'en voudrait de rester à l'écart. » Sophie secoua la tête. « J'ai besoin d'y être, de le regarder dans les yeux quand la sentence tombera. » À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de murmures. L'affaire avait fait grand bruit dans toute la région, et les bancs étaient en plein. Sophie repéra Julie au 3e rang, qui lui adressa un petit signe d'encouragement. Son amie avait été d'un soutien indéfectible depuis que Sophie lui avait tout révélé. « Par ici », murmura François, la guidant vers les sièges réservés aux parties civiles. Maître Lesage, leur avocate, les attendait. C'était une femme d'une 50aine d'années, au regard perçant et à la voix posée qui inspirait naturellement confiance. « Bonjour Sophie. »« François. Vous êtes prêts ?» Sophie acquiesça, ses yeux déjà fixés sur la porte par laquelle entrerait Philippe. « Vous pensez qu'il plaidera coupable, finalement ?» demanda François à voix basse. Maître Lesage secoua la tête. Son avocat maintient la ligne de défense habituelle. Les preuves sont circonstancielles. La confession de Germaine Dupont est celle d'une femme mourante potentiellement confuse. Le délai de prescription. Elle fut interrompue par l'entrée des magistrats. La salle se leva d'un même mouvement, puis ce fut au tour de Philippe, encadré par 2 policiers. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis son arrestation. Son costume, autrefois impeccable, pendait légèrement sur ses épaules amaigries. Son regard croisa celui de Sophie. Elle s'attendait à y lire de l'arrogance, du défi, peut-être même de la haine. Au lieu de cela, elle y vit une résignation fatiguée. Il détourna les yeux le premier. Le président du tribunal, un homme aux cheveux grisonnants et à l'expression grave, prit la parole. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour le prononcer du jugement dans l'affaire ministère public contre Philippe Garnier. » Le silence qui s'abattit sur la salle était presque palpable. « Il y en a un homme. » Après examen des preuves présentées, audition des témoins et délibération, ce tribunal est parvenu à une décision. Sophie sentit la main de François serrer la sienne. Elle retenait son souffle. « Philippe Garnier, levez-vous. » Philippe se leva lentement, le visage impassible. « Ce tribunal vous reconnaît coupable d'enlèvement de mineurs, de séquestration, de fraude et de faux en écriture. » Un murmure parcourut l'assistance. Le juge attendit que le silence revienne avant de poursuivre. « La gravité des faits qui vous sont reprochés ne peut être sous-estimée. Vous avez orchestré l'enlèvement d'une enfant pour protéger vos intérêts financiers. Vous avez privé une famille de 18 années de vie commune. Vous avez construit votre succès sur le malheur d'autrui. » Philippe gardait les yeux baissés. Acceptant le verdict sans protester, ce tribunal vous condamne à une peine de 18 ans de réclusion criminelle, 1 an pour chaque année volée à Sophie Delattre et à sa famille. Sophie sentit un poids énorme se soulever de sa poitrine. 18 ans. La justice poétique était parfaite. De plus, vous êtes condamné à verser la somme d'1 million d'euros à Sophie Delattre à titre de dommages et intérêts. Le juge marqua une pause. « Avez-vous quelque chose à dire avant d'être emmené ?»
Philippe releva enfin la tête, son regard balaya la salle, s'arrêtant sur François et Sophie. « Je voudrais m'adresser à la famille Delattre, si le tribunal le permet. » Le juge acquiesça. Philippe se tourna vers eux, sa voix était calme, dépourvue de l'assurance qu'il affichait autrefois. « François, Sophie, je ne vous demanderai pas pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je le sais. Je ne chercherai pas non plus à me justifier. Mes raisons, aussi impérieuses qu'elles m'aient semblé à l'époque, paraissent aujourd'hui dérisoires face aux conséquences de mes actes. » Il prit une profonde inspiration. « Je veux simplement que vous sachiez que j'accepte ma punition, que chaque jour que je passerai en prison, je me souviendrai de ce que je vous ai fait, et si cela peut vous apporter un quelconque réconfort, sachez que je vivrai avec ce poids jusqu'à la fin de mes jours. » Un silence pesant suivit cette déclaration. Sophie n'arrivait pas à déterminer si ses paroles étaient sincères ou s'il s'agissait d'une dernière tentative de manipuler les émotions de la cour. Le juge hocha brièvement la tête. « Les policiers vont vous emmener. » La séance est levée. Alors que Philippe était escorté vers la sortie, il jeta un dernier regard à Sophie. Un regard où elle crut déceler, pendant une fraction de seconde, une lueur de regret authentique sur les marches du palais de justice. Les journalistes se pressaient. Micro et caméra tendus, François et Sophie tentèrent de se frayer un chemin. Guidés par Maître Lesage, Mademoiselle Delattre, une réaction au verdict. Monsieur Delattre, êtes-vous satisfait de la sentence? Sophie, un mot pour nos lecteurs. Sophie s'arrêta soudain, se tournant vers les journalistes. François lui lança un regard interrogateur, mais elle lui fit signe que tout allait bien. « J'ai quelque chose à dire », annonça-t-elle d'une voix claire qui fit taire le brouhaha. Les caméras se braquèrent sur elle. Elle se tenait droite, le visage serein malgré l'émotion. « La justice a été rendue aujourd'hui, et j'en suis reconnaissante. Mais aucune peine de prison, aucune somme d'argent ne pourra jamais effacer ce qui s'est passé. » Elle prit une profonde inspiration. « Pendant 18 ans, j'ai vécu sous le nom d'Élise Dupont. J'ai eu une vie, différente de celle que j'aurais dû avoir, mais une vie quand même. J'ai eu des amis, des rêves, des expériences qui m'ont façonnée. » Son regard croisa celui de François, puis se posa sur Julie, qui s'était approchée. « Aujourd'hui, je ne rejette pas Élise, je ne peux pas. Elle fait partie de moi, tout comme Sophie. Je suis les deux à la fois, la fille que j'étais destinée à être et celle que les circonstances sont créées. » Sa voix se raffermit. « Ce que Philippe Garnier a fait est impardonnable. Mais je refuse de laisser son crime définir le reste de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je regarde vers l'avenir. Je vais poursuivre mes études d'infirmière, comme je l'avais prévu. Je vais apprendre à connaître mon père. Je vais honorer la mémoire de ma mère. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. « Si je partage mon histoire aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'elle puisse apporter un peu d'espoir à d'autres familles qui vivent le cauchemar d'une disparition. Parfois, les miracles arrivent. Parfois, les personnes perdues reviennent. » Les journalistes buvèrent ces paroles, certains notant frénétiquement, d'autres filmant en silence, saisis par la dignité de cette jeune femme. « Maintenant, j'aimerais que vous respectiez notre intimité. Ma famille a déjà assez souffert de l'attention publique. Nous avons besoin de temps pour guérir, pour réapprendre à être une famille. » Sur ces mots, elle se détourna, rejoignant François qui l'attendait, le visage empreint d'une fierté indicible. « C'était magnifique », murmura-t-il, alors qu'il descendait en les marches, suivi à distance respectueuse par Julie. Sophie sourit, un sourire qui atteignait enfin ses yeux. « Je le pensais. » Chaque mot. Julie les rattrapa, glissant son bras sous celui de Sophie. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. Sophie échangea un regard avec François. « Maintenant, on rentre à la maison. » Ce soir-là, dans la demeure des Delattre, Sophie se tenait devant la fenêtre de sa chambre, contemplant les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. En 3 mois, elle avait commencé à reprendre possession des lieux, ajoutant ses touches personnelles à la chambre d'enfant. Quelques livres, des photos, un petit cactus sur le rebord de la fenêtre. Elle portait à son doigt l'anneau d'argent avec sa pierre bleue en forme de cœur, cet objet qui avait traversé le temps. Gardant en lui la vérité quand tout semblait perdu, un coup léger à la porte l'attira de sa rêverie. « Entrez !» François apparut, tenant 2 tasses de chocolat chaud. « Je me suis dit que tu aurais peut-être besoin de réconfort après cette journée. » Sophie sourit, acceptant la tasse avec gratitude. « Merci. » Ils s'assirent côte à côte sur le lit,
savourant le silence confortable qui s'était établi entre eux au fil des semaines. « Je suis fière de toi », dit finalement François, « de la façon dont tu as géré tout ça. » Claire le serait aussi. Sophie hocha la tête, émue. « J'ai réservé une table pour demain soir, » continua-t-il. « Pour célébrer, j'ai pensé que tu pourrais inviter Julie, et peut-être d'autres amis si tu veux. »« J'aimerais beaucoup, » répondit Sophie. Puis, après un moment, « Papa ?» Le mot sonnait encore étrangement à ses oreilles, mais chaque fois qu'elle le prononçait, il semblait un peu plus naturel. « Oui, je suis heureuse d'être rentrée. » François sourit, les yeux brillants de larmes contenues. « Moi aussi, ma princesse. Moi aussi. » 6 mois s'étaient écoulés depuis le verdict. L'été cédait doucement la place à l'automne. Parant les arbres du parc de la Tête d'Or de teintes dorées et cuivrées, Sophie marchait le long du lac, s'arrêtant parfois pour observer les cygnes qui glissaient sur l'eau paisible. Ce parc, autrefois associé aux pires jours de sa vie, était redevenu un lieu de promenade, un lieu de paix. Sophie y venait souvent, seule ou avec François, pour réfléchir, pour se souvenir, pour guérir. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Julie. « N'oublie pas, répétition à 15h. Si tu es en retard, Mathieu va piquer une crise. » Sophie sourit, jetant un œil à sa montre. Elle avait encore 1 heure devant elle, suffisamment pour terminer sa promenade et rejoindre l'université où son groupe d'amis préparait une pièce de théâtre caritative au profit d'une association d'aide aux enfants disparus. La vie avait repris son cours, différente mais étonnamment normale. Sophie poursuivait ses études d'infirmière. Maintenant en 2e année, elle vivait toujours chez François, mais passait parfois des week-ends dans son ancien appartement de Villeurbanne, qu'elle avait gardé, comme un pont entre ses 2 vies. Elle s'assit sur un banc, sortant de son sac un petit carnet relié de cuir, son journal, sur la première page, une photo récente, Sophie et François devant la tombe de Claire, y déposant des roses blanches. Au dos de la photo, une simple inscription « Pour que tu ne sois jamais oubliée », Sophie avait commencé ce journal sur les conseils de son thérapeute, un moyen de réconcilier Sophie et Élise, de tisser ensemble les fils de ces 2 existences. Elle tourna les pages, parcourant ses réflexions des derniers mois, sa première journée de retour à l'université après le procès, les regards curieux, les chuchotements, le soutien indéfectible de Julie, la visite au cimetière de Loyasse chaque premier dimanche du mois, les dîners hebdomadaires avec François, où ils apprenaient à se connaître, à devenir père et fille, non seulement par le sang, mais par le cœur. Une page attira son attention. Datée de 3 mois plus tôt, « J'ai rendu visite à Philippe aujourd'hui. François ne comprend pas pourquoi j'avais besoin de le voir. Je ne suis pas sûre de comprendre moi-même. Peut-être pour vérifier qu'il était réel, que tout cela était réel. Il semblait vieilli, fatigué. Il a parlé peu, a demandé pardon. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui pardonner. Mais que je ne le haïssais plus, c'est déjà quelque chose. » Elle avait inclus une réflexion qui la frappait encore aujourd'hui. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que si Philippe ne m'avait pas enlevée, je ne serais jamais devenue l'infirmière que je suis en train de devenir. Germaine m'a transmis cela, cette vocation de soigner, née de ces années à s'occuper d'elle. Le mal peut-il vraiment engendrer du bien? Je ne sais pas, mais je sais que je ne renoncerai pas à cette partie de moi-même. Sophie referma le journal. Levant les yeux vers le ciel d'automne, elle avait rendez-vous avec François après sa répétition. Il voulait lui montrer quelque chose. Une surprise. Avait-il dit avec ce sourire mystérieux qu'elle commençait à bien connaître. L'après-midi fila à toute vitesse entre rires et répétitions. À 18h, Sophie quitta ses amis et se dirigea vers l'adresse que François lui avait envoyée. Un petit café dans le quartier de la Croix-Rousse, non loin du supermarché où tout avait commencé. François l'attendait à une table en terrasse. 2 cafés devant lui, à sa vue, il se leva, l'accueillant d'une étreinte chaleureuse qui devenait de plus en plus naturelle entre eux. « Bonne journée », demanda-t-il. « Épuisante mais bonne », répondit-elle en s'asseyant. « Mathieu nous fait répéter la même scène depuis des heures. » François sourit, puis prit une enveloppe dans sa veste. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il, soudain plus sérieux. Sophie accepta l'enveloppe, l'ouvrant avec curiosité, à l'intérieur. Un acte notarié qu'elle parcourut rapidement, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Tu as créé une fondation ?» François acquiesça. « La fondation Claire Delattre, pour aider les familles d'enfants disparus, soutien psychologique, aide juridique,
assistance financière pour poursuivre les recherches quand la police abandonne, tout ce dont j'aurais eu besoin il y a 18 ans. Sophie relut le document, émue. C'est merveilleux, papa. Le mot venait plus facilement maintenant, presque naturellement. Il y a autre chose, continua François. J'aimerais que tu en sois la présidente. Quand tu auras terminé tes études, bien sûr. En attendant, tu pourrais siéger au conseil d'administration, apporter ton regard, tes idées. Sophie resta sans voix. Moi, mais je n'ai aucune expérience en gestion. Tu as l'expérience la plus précieuse, celle de quelqu'un qui a vécu les deux côtés de l'histoire. Et puis, tu ne seras pas seule. J'ai déjà contacté plusieurs professionnels qui sont prêts à nous aider. Il hésita, puis ajouta. C'est aussi une façon pour moi de me racheter. Pendant toutes ces années, je me suis concentrée uniquement sur te retrouver. J'aurais pu faire plus pour aider d'autres familles dans la même situation. Sophie prit sa main par-dessus la table. Tu n'as rien à te reprocher, tu as fait tout ce que tu pouvais. Ils restèrent un moment silencieux, savourant la douceur du soir qui tombait sur Lyon. Puis Sophie sourit, une idée germant dans son esprit. Tu sais ce que nous devrions faire ? Créer un programme spécial au sein de la Fondation pour former des chiens de recherche, comme celui qui a retrouvé cette petite fille dans les Vosges le mois dernier. François sourit, son regard s'illuminant. C'est une excellente idée. Ils commencèrent à discuter avec animation, esquissant des projets, imaginant comment leur histoire pourrait en aider d'autres. Sophie se sentait pleine d'énergie, d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, le futur semblait lumineux, plein de promesses. Le soleil déclinait lorsqu'ils quittèrent le café, décidant de rentrer à pied pour profiter de la douceur de la soirée. Leur chemin les conduisit près du parc de la Tête d'Or. Désormais presque désert à cette heure, on fait un détour, proposa François. Sophie acquiesça, et ils entrèrent dans le parc baigné de lumière dorée. Leurs pas les menèrent naturellement vers le lac, puis vers l'aire de jeu, ce lieu où tout avait basculé 18 ans plus tôt. Sophie s'arrêta devant le petit toboggan, aujourd'hui rénové mais à l'emplacement identique. « C'était là », murmura-t-elle. « Je me souviens de jouer ici, des enfants qui riaient, du soleil qui faisait briller mon anneau tout neuf. » François hocha la tête, la gorge nouée par l'émotion. Et puis Germaine m'a appelée. Elle portait cette robe bleue à fleurs. Elle m'a dit qu'elle avait une surprise. Les souvenirs étaient revenus progressivement au cours des derniers mois, certains clairs et précis, d'autres encore brumeux. Je n'ai pas eu peur, pas tout de suite. Je lui faisais confiance. Elle me donnait toujours des bonbons en cachette. François passa un bras autour de ses épaules. « Tu n'as pas à revivre ça, Sophie. »« Non, ça va, » assura-t-elle. « C'est différent maintenant. Ce ne sont plus des cauchemars, juste des souvenirs, une partie de mon histoire. » Elle s'approcha d'un banc près de l'aire de jeu et s'y assit. François la rejoignit. « Tu sais ce que m'a dit mon thérapeute la semaine dernière ? Que j'avais de la chance. » François fronça les sourcils, surpris. « De la chance. » Sophie sourit. « Oui, il a dit que peu de gens ont la chance de voir leur vie sous deux angles différents, de vivre deux existences complètes. Élise et Sophie, deux perspectives sur le monde, deux ensembles d'expériences, deux façons d'aimer et de souffrir. » Elle regarda au loin, vers le lac où les derniers rayons du soleil se reflétaient. Au début, je pensais que je devais choisir, être Sophie ou rester Élise, mais j'ai compris que je pouvais être les deux, que je suis les deux. C'est ce qui me rend... moi. François sourit, ému par la sagesse de sa fille. Ta mère serait tellement fière de toi. Sophie hocha la tête, puis se leva, tendant la main à son père. Rentrons à la maison, dans la chambre de Sophie, qui ne ressemblait plus vraiment à une chambre d'enfant, mais conservait les étoiles dorées au plafond. La jeune femme se préparait pour la nuit, sur sa table de chevet. Elle avait disposé quelques photos, une de Claire et François, tenant bébé Sophie dans leurs bras, une récente d'elle avec Julie et leurs amis de l'université, et un peu en retrait, une petite photo de Germaine. Elle ne l'avait pas pardonné. Peut-être ne le pourrait-elle jamais complètement, mais elle avait accepté cette part complexe de son histoire, cette femme imparfaite qu'il avait à la fois arrachée à sa vie et élevée du mieux qu'elle pouvait. Sophie s'approcha de la fenêtre, contemplant les lumières de Lyon qui scintillaient dans la nuit. L'anneau à son doigt captait ses reflets, la pierre bleue brillant doucement. Un coup léger à sa porte la tira de sa rêverie. « Sophie », c'était la voix de François. « Je pensais planter quelques rosiers demain, des blancs, comme ceux que Claire aimait. Tu voudrais m'aider ?» Sophie sourit. «
Avec plaisir. Après le départ de François, elle retourna à la fenêtre. L'avenir s'étendait devant elle. Ses études à terminer, la fondation à développer, des amitiés à cultiver, un père à redécouvrir, une vie à vivre pleinement, en honorant à la fois Sophie qui avait été perdue et Élise qui avait survécu. « Bonne nuit, maman », murmura-t-elle vers le ciel étoilé. Je suis rentrée, et pour la première fois depuis si longtemps, ces mots résonnèrent d'une vérité absolue, complète. Elle était bien rentrée chez elle, dans cette maison, dans cette famille, dans cette vie qui était enfin pleinement la sienne.